Sarr, je suis sénégalaise. Je considère que je suis une femme de développement. J'ai eu le privilège de servir mon pays comme ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Et avant cela, j'ai passé plus de 6 ans à ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies qui a pour mandat l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Avant ONU Femmes, j'ai passé presque plus de 10 ans à la SFI. La SFI, c'est l'organisation de la Banque mondiale qui a en charge le développement du secteur privé. Donc moi, j'ai toujours eu, je pense que le filet rouge de ma carrière, c'est un peu ce côté un peu activiste. Moi, je pense que le développement est au cœur de tout ce que nous faisons, qu'on soit au niveau de l'institutionnel, donc du gouvernement, ou au niveau de grandes organisations. Je pense que j'ai toujours été une femme engagée et donc c'est comme ça que je me décris. En me nommant ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le président Macky Sall venait de briser un plafond de verre. Il montrait aux femmes sénégalaises et aux femmes africaines qu'il n'y avait pas un portefeuille ministériel que nous ne pouvons pas porter. Donc je pense que ça, ma nomination, ça a été vraiment ce porte-flambeau que les femmes sont en mesure d'être numéro 8 d'un gouvernement, d'avoir un ministère de souveraineté et de bien le porter. Oui, j'ai beaucoup de félicitations et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet d'inspirer des plus jeunes. Parce que je pense que toutes les jeunes filles qui nous regardent doivent se dire c'est possible. Deuxièmement, moi, lorsqu'on m'a nommé ministre de l'économie, on m'avait donné une feuille de route. Le président et le premier ministre Amadou Ba m'avaient donné 5 grands chantiers, dont le recensement général de la population. Le rapport a été publié au mois d'octobre. Je pense que nous sommes 18 200 000 Sénégalais. Essentiellement 75% de la population moins de 35 ans. On nous avait aussi confié en tant que ministère le PAP 3. Vous savez que le plan Sénégal émergent est décliné en quinquennat. Et il nous fallait préparer le paquet de programmes, de projets et de réformes 2024-2028 qui vont porter le Sénégal sur sa rampe d'émergence. Le troisième grand chantier, c'était de mobiliser des ressources. Moi, toute ma carrière, j'ai mobilisé des ressources. Et en 1 an et quelques mois au ministère, nous avons battu un record. En moins d'1 an, nous avions mobilisé presque 2000 milliards de francs CFA pour financer tous les programmes phares du président Macky Sall, que ce soit le BRT, le TER qui doit arriver à l'aéroport à IBD, l'hôpital de Tivaouane, l'hôpital de Dantec, certains projets qui sont dans la santé, dans l'éducation. Et moi, j'avais une liste top 10 des projets du président de la République. Et lorsque j'ai fait ma passation de service, en tout cas, j'ai mis tous les financements sur la table. Et moi, je considère que c'est une très grande réalisation. J'en suis fière parce que d'abord, ça montre que le Sénégal est une destination d'investissement attractive. Ça montre aussi que nos bailleurs nous font confiance, puisque être en mesure d'attirer autant d'argent sur le Sénégal, sur des programmes structurants, pour nous, c'est une véritable victoire. Nous avons aussi, parmi un de nos chantiers clés, porté la mise en œuvre de la fameuse loi PPP. Vous savez qu'en mars 2021, une nouvelle loi des partenariats publics-privés avait été promulguée et nous avions comme mandat d'en faire une réalité, avec tous les décrets d'application et surtout de montrer des projets. Et un des projets phares avait été le projet de Planet One, qui est le premier PPP dans le secteur de l'éducation, où un privé construit un centre de formation professionnelle, met tous les équipements et se fait rémunérer sur la base de l'usage que les élèves feront de ce centre-là. Moi, au ministère, en tout cas, je suis partie en laissant un climat social apaisé. Je tiens toujours à remercier la commission sociale et sportive. On a pu animer le ministère, notre arbre de Noël, nos matchs contre les autres entités, FONGIP, FONSIS, l'ANSD. Donc je pense que j'ai laissé une bonne ambiance et je tiens absolument à rajouter cela sur ma liste de achievements, de bilan pour le ministère. L'agenda des femmes au Sénégal, à l'époque lorsque j'étais avec ONU Femmes,
porte essentiellement sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est sur leur participation politique. Donc, le Sénégal a le privilège d'avoir une loi sur la parité qui fait que les femmes sont représentées au niveau électif, au niveau local et au niveau législatif. Nous avons, durant cette période, nous sommes assurés d'abord que les bureaux étaient paritaires, parce que vous vous souvenez, ça a toujours été le challenge. Les listes sont paritaires, mais pas forcément les bureaux. Et certaines municipalités, certaines collectivités territoriales, les femmes sont montrées au créneau pour demander la parité au niveau des bureaux. Et je sais que la société civile, ONU Femmes, nous avons porté ce combat-là. Au-delà de la représentativité, nous devions gagner le pari de l'autonomisation. Et je pense que nous l'avons fait. Nous avons mobilisé des millions de dollars pour le Sénégal, pour énormément de programmes dans l'agriculture résiliente au changement climatique. Tout à l'heure, on parlait des femmes de Réfane. Ce sont des 17 000 femmes au nord du Sénégal qui ont bénéficié de dons de beaucoup de nos partenaires. Et enfin, sur les droits. Je pense que si je devais résumer nos grands chantiers sur les droits, et notre plus grand acquis a été la promulgation de la loi sur le viol. Vous vous souvenez que c'était une petite infraction et maintenant c'est passible de plus de 10 ans de prison. Et ce jour-là, on a passé toute la journée à l'Assemblée nationale et essentiellement tous les députés du Sénégal ont voté en faveur de cette loi qui aujourd'hui nous protège, nous et nos enfants et nos filles. Moi, en tant que femme leader, je pense que le plus grand chantier est le chantier de l'autonomisation économique. Je suis convaincue qu'il faut libérer le potentiel économique des femmes. Si nous voulons des taux de croissance à 2 chiffres, il nous faut parier sur les femmes. Ma phrase préférée, mon slogan, c'est l'émergence est une femme, puisque nous, aujourd'hui, elles n'ont pas accès à la terre. Vous savez, quand je dis ça, beaucoup sourient. Effectivement, si vous êtes urbaine, vous êtes de Dakar, vous êtes périurbaine, vous pouvez acheter un terrain et le mettre à votre nom. Mais vous allez dans une zone rurale, moi, ces femmes que nous rencontrons nous disent, nous, pour faire cultiver du riz, nous sommes obligés de louer notre parcelle. 1 hectare, c'est 100 000 francs. Donc, la question de l'accès à la terre. L'accès au foncier pour les femmes. Donc, elles sont obligées de se mettre ensemble pour pouvoir avoir plusieurs hectares pour la coopérative, leur groupement. Donc, nous savons que le droit à la terre est encore un chantier. Nous avons aussi tous nos droits à la santé, à l'éducation. Un mythe aussi qu'il est important de briser, c'est qu'on dit « Ah, maintenant, il y a beaucoup plus de femmes à l'université, il y a beaucoup plus de femmes dans les écoles. Lorsqu'on fait le concours général, presque toutes les personnes qui gagnent, ce sont des filles. » Oui. Ça, si vous regardez une pyramide, ça, c'est le haut de la pyramide. C'est cette élite qui a pu aller à l'université, qui a pu faire son bac. Mais vous sortez de Dakar et des grandes villes, vous retrouvez encore des femmes, des jeunes filles qui sont mariées avant 18 ans et qui ne sont pas allées à l'école. Donc, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Je pense que les hommes nous disent souvent ça, maintenant, etc. Mais je pense que ça dépend de où. Est-ce qu'on parle de l'université de Dakar, mais qu'est-ce qui se passe à Kolda, à Kédougou? Donc, il faut être un peu plus nuancé. Donc, voilà les grands chantiers sur lesquels moi, je continue à être. Au-delà de mes fonctions, moi, je reste toujours engagée dans mes propres activités. Je continue à appuyer beaucoup de GIE, le centre Koulimaro de Ziguinchor, etc., parce que je suis engagée. Et ça ne dépend pas de la fonction que j'occupe à un moment précis. L'immigration clandestine est un phénomène extrêmement complexe. On a parlé effectivement au Sénégal, ces derniers mois, nous avons vu toute cette vague de jeunes femmes, de femmes enceintes en train de partir. Et nous disons qu'il faut une analyse beaucoup plus pointue de qu'est-ce qui motive ces départs. Moi, je donne toujours l'exemple de 2 pays, l'Inde et le Mexique, qui sont tous les 2 pays membres du G20. Donc, ils font partie de la liste des pays les plus riches du monde. Et tous les jours, vous regardez les journaux occidentaux, et on a trouvé des Indiens qui essayaient de rentrer dans des camions sous la Manche pour aller en Angleterre. Ça n'a pas de sens. Quand leur pays fait partie de la liste des pays du G20, combien de Mexicains essaient de traverser pour aller aux États-Unis alors qu'il y a une prospérité qui est en pleine émergence au Mexique. Donc il nous faut
analyser cette immigration, regarder quels sont les facteurs sociologiques au-delà de l'économie pour pouvoir trouver des solutions. Les femmes, je ne suis pas étonnée que les femmes partent en immigration. Non, parce que donc on n'est pas forcément on est résiliente, on est déterminé, donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on voit le phénomène et on se dit mais les femmes sont capables de faire ça. Oui, les femmes sont capables de faire ça. Donc moi je sais je sais que le gouvernement travaille sur cela, je sais que les ministères concernés vraiment en font une priorité maximale. Comment inspirer les jeunes et les femmes à rester au Sénégal? Un pays qui sera pétrolier dans quelques mois, et si nous partons, ben, ce sont les jeunes de la sous-région qui viendront faire le Sénégal. Donc je pense qu'il faut rester, puisque le pétrole et le gaz dont nous parlons n'est pas une illusion, c'est une réalité. Il y a des compagnies étrangères qui sont là, qui les ont découvertes, qui vont les exploiter. Il y aura tout un écosystème économique qui sera autour. Ce serait bien dommage de partir et de laisser ça aux autres parce que voilà, nous serons peut-être un pays d'immigration. Les gens viendront au Sénégal, trouver du travail, être actifs dans ce secteur minier extractif, et ce serait dommage que la jeunesse n'en profite pas, la jeunesse sénégalaise. Alors, la justice climatique, extrêmement complexe. Les Africains en général pensent qu'il y a un complot international pour qu'on reste pauvre. Nous contribuons à 3 ou 4% aux émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on nous demande de contribuer presque à part égale à la lutte contre les changements climatiques. Nous, les Africains, nous savons que nous sommes les victimes. Et aujourd'hui, tout le monde nous parle d'énergie renouvelable, et la technologie de l'énergie renouvelable est occidentale. Donc moi, pour y accéder, je suis obligée encore de m'endetter pour le faire. La position du Sénégal a toujours été: nous voulons une transition énergétique juste. Nous souhaitons utiliser notre pétrole et notre gaz pour donner un accès universel à l'énergie à nos populations. Ça, c'est un engagement du gouvernement qui sera, à mon avis, une réalité. Par rapport aux femmes, je vous donne un exemple très simple. Une jeune fille de 10 ans qui, tous les jours, va chercher de l'eau. Avec le changement climatique, elle va chercher de l'eau de plus en plus loin. Et plus elle va loin, moins elle a l'opportunité d'aller à l'école. Donc, dans les zones rurales, c'est une réalité. Moi, j'ai une amie qui me racontait une anecdote dans une zone assez désertique. Elle dit quand une fille se marie dans cette zone-là, on ne lui offre pas des bijoux. On lui offre un âne. Puisque sa plus grande corvée, ce sera chaque jour d'aller chercher de l'eau. Donc, plus elle fait ça, moins elle aura l'opportunité d'aller à l'école, encore moins d'avoir des activités génératrices de revenus. Donc, le climat et le changement climatique nous appauvrit et rend les tâches des femmes encore beaucoup plus difficiles. Quand j'étais dans le groupe de la Banque mondiale, on avait lancé un groupe de femmes, un réseau des femmes africaines, et c'est à travers vraiment mon activisme pour la diversité, l'inclusion, les mêmes opportunités de promotion pour les femmes cadres, les mêmes niveaux de salaire. C'est ça qui a fait que le réseau est devenu assez actif et très célèbre au niveau de notre institution. Et un jour, j'ai reçu un mail de ONU Femmes. J'ai reçu un mail de ONU Femmes qui me proposait de venir au Sénégal, couvrir 24 pays sur l'autonomisation économique des femmes, qu'ils avaient vu qu'au niveau de cette institution financière, que je menais ce combat. Et c'est comme ça. Donc, dañ ma ci fekk, j'étais déjà dedans. Et finalement, ONU Femmes peut-être m'a donné l'opportunité d'amplifier cela. Et voilà, et je l'ai fait pendant presque 6 ans dans toute la région, allant du Sénégal à la RDC. 50% de notre population a moins de 19 ans. Nous avons une pyramide des âges comme ça. Donc mon message est à la jeunesse. L'avenir vous appartient. Pour les jeunes femmes, les jeunes filles que vous êtes, engagez-vous. Vous êtes des actrices de changement dans votre communauté. Il faudra vous battre, il faudra être représenté, il faudra vous battre pour vos droits, il faudra vous battre pour avoir des lignes de crédit, des financements qui vous sont dédiés, puisque avec vous, le Sénégal sera un pays émergent. Moi, je suis même timide à la limite. Moi, je suis très réservée,
bëriwuma xarit, bëriwuma àndandoo, bëriwuma dox, je ne suis pas très... Voilà, moi, je ne connais que le travail. Voilà, focus sur le travail, je me donne à fond sur le travail et le week-end, je le passe en famille, avec mes parents, ma famille. Je me donne à 100% pour les deux. Et c'est pour cela d'ailleurs peut-être que je ne suis pas dispersée. Je pense que c'est une question de timing. Je pense que c'est Indra Nooyi qui était la CEO de Pepsi qui avait dit ça. Vous ne pouvez pas avoir tout en même temps. Ça veut dire que peut-être que ce mois-ci, vous vous dédiez à 100% à réussir votre pape, mais peut-être ce mois-là, la famille vous verra moins. Donc vous ne pouvez pas tout avoir en même temps, mais je pense qu'il nous faut trouver cet équilibre. Et moi, j'ai peut-être la chance d'avoir des enfants assez grands, donc qui demandent moins d'attention, qui sont très aussi engagés sur leur propre vie, mais qui m'ont soutenue. Vraiment, je tiens à les remercier. Quand j'étais ministre, j'étais souvent absente, je rentrais tard. Mais mes plus grands supporters, c'est ma famille, particulièrement mes enfants. Africaine.net, une excellente initiative. C'est une plateforme qui permet aux femmes leaders de partager leur leadership, leur parcours et peut-être d'inspirer quelques pépites qui, elles aussi, auront envie de faire comme nous.